Depuis 2010 au moins, l'Europe donne un spectacle relativement affligeant. Crise de l'euro, montée des égoïsmes, repli identitaire. On peine à se coordonner, on peine surtout, peut-être, à coopérer. Pour évoquer cette question de la coopération et du regard que sont susceptibles d'apporter les sciences de gestion sur celle-ci, j'ai invité Stéphanie Dameron, professeure à l'Université Paris-Dauphine. Stéphanie Dameron, bonjour. Jean-Philippe Denis, bonjour. Vous avez produit plusieurs textes, c'est un de vos champs de compétences, vraiment, la coopération dans l'entreprise. Par entreprise, on entend parfois l'organisation entreprise, mais c'est aussi un acte d'entreprendre, c'est aussi un projet, une projection dans l'avenir et de susciter le concours de différentes catégories d'acteurs. Quand on voit le monde actuel, on a le sentiment qu'on peine à coopérer. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce que met en jeu la coopération? Alors c'est d'autant plus problématique que l'on a un certain nombre d'injonctions à coopérer dans notre quotidien. On voit la volonté, par exemple, de développer des communautés d'universités, la volonté de développer des partenariats publics-privés, la volonté également de développer des réseaux, des réseaux de recherche, par exemple, dans l'industrie de la pharmacie. Pourquoi est-ce si important, au fond, alors, de coopérer? Pourquoi tant d'injonctions? Les raisons sont multiples. Tout d'abord, nous avons souvent besoin d'aller plus vite, notamment dans le développement de l'innovation. Et cela implique de rassembler, dès l'amont, par exemple, d'un projet, l'ensemble des expertises qui sont à mobiliser dans le cadre du développement de cette innovation. Et ces expertises-là ne sont pas forcément dans le même département, dans le même métier, dans la même entreprise, dans la même organisation. C'est typiquement le cas, par exemple, d'un projet automobile qui implique de rassembler des compétences à la fois présentes dans différentes fonctions de différents métiers de l'entreprise, mais également présentes chez des fournisseurs, parfois même chez des clients. Également, dans un environnement concurrentiel plus complexe, plus instable, on a besoin d'avoir des informations, des analyses qui peuvent venir de différents horizons, différents lieux, et qui impliquent de développer des réseaux de collaboration pour pouvoir avoir accès à ces analyses. Alors, on voit tout de suite le problème, c'est-à-dire que ça confronte les logiques d'intérêt. C'est très compliqué, finalement, de coopérer. C'est-à-dire que ça implique surtout des mécanismes qui peuvent sembler apparemment contradictoires. Vous parliez de logique d'intérêt, effectivement, quand on coopère, il y a une dimension opportuniste. On coopère parce qu'on a intérêt à coopérer, parce qu'on a besoin, par exemple, de ressources, de compétences que l'on ne détient pas en propre et qu'on va trouver chez l'autre. Mais ce n'est pas la seule raison. Se mêlent d'autres mécanismes qui peuvent sembler apparemment contradictoires, et notamment un mécanisme que je vais qualifier, moi, de coopération dite communautaire. Si le premier était de la coopération complémentaire, reposant sur la complémentarité des compétences et des ressources, la coopération dite communautaire va reposer sur quelque chose de très différent, qui est une logique plutôt identitaire. C'est-à-dire, je coopère avec toi parce qu'on se ressemble et parce que c'est le moyen de faire exister notre groupe d'appartenance. C'est typiquement le cas, par exemple, d'une association d'anciens élèves. Alors, on sent parfaitement dans cette distinction entre coopération opportuniste, comme vous l'avez qualifié, ou en tout cas fondée sur l'intérêt, complémentaire, et communautaire. On est face à deux logiques distinctes. D'un côté, on sent très bien le marché, et on sent l'Europe que j'évoquais tout à l'heure en introduction. C'est un vaste marché où on a un intérêt réciproque à des échanges, et cette dimension communautaire, parfois moins présente. On a du mal. On peut la gérer, on peut gérer ces tensions-là. Alors, mes travaux de recherche montrent, non seulement on peut les gérer, mais on doit les gérer ensemble. C'est-à-dire que l'une n'est pas exclusive de l'autre. Au contraire, elle coexiste avec des formes de domination, un peu dialectique de l'une par rapport à l'autre, mais qui sont en mouvement. Et typiquement, dans le cas des groupes de travail, on s'aperçoit que la dimension, par exemple, communautaire, donc plus fondée sur l'appartenance à une identité commune, est nécessaire au départ pour fonder le groupe. C'est-à-dire que si on prend le cadre de l'Europe, et c'est ce qui a aussi fait sa force au démarrage, c'est qu'on était sur un petit cercle, d'un petit nombre de pays. Et fondé sur l'idée plus jamais ça. Plus jamais ça, fondé sur une idée commune, de vouloir faire en sorte que se crée une identité propre à l'Europe et qui fasse que finalement une guerre semble une aberration.
Et ensuite, on passe dans une production, dans une logique plus marchande, mais cette logique aussi de production plus marchande implique aussi, dans des intervalles assez réguliers, de revenir sur une réflexion identitaire. Et c'est vrai que dans le cas de l'Europe, on est allé vers des formes, on va dire, de regroupement et d'intégration assez rapides, finalement, de différents pays, en les mettant sur le même socle, sur la même base que les fondateurs, sans réfléchir en termes de cercle concentrique ou tout du moins en termes de temporalité, dans le fait d'intégrer, d'entrer dans une identité commune. Et ce qui évidemment en fait, déséquilibre et rend très complexe du coup le développement de la coopération, parce qu'on a réfléchi beaucoup sur les éléments plutôt complémentaires et qui sont une logique plus opportuniste, plus de marché, hein, mais qui est essentielle, et beaucoup moins sur une logique identitaire. Un cas très très symbolique et en même temps symptomatique et dont on connaît les connaissances, c'est la question par exemple de la monnaie unique. Réfléchir sur une monnaie unique implique, et en amont, de réfléchir en premier lieu sur ce qui nous rassemble et sur nos institutions politiques. Et nous avons construit une monnaie unique sans qu'elle ait des soubassements politiques, notamment constitutionnels, pour pouvoir réfléchir à une Europe politique. Et ça, on en connaît les conséquences aujourd'hui, mais elles étaient tout à fait prévisibles il y a maintenant 20 ans. Est-ce que ça signifie, parce qu'on sent très bien que la coopération, c'est plus facile quand ça va bien, c'est plus difficile quand ça va mal. On sent bien qu'aujourd'hui, ça ne va pas très bien, que ça va un peu mieux qu'il y a quelques mois, ça ne va pas encore très fort. Est-ce que ça signifie que ça ira vraiment mieux le jour où on arrivera à reprendre le problème par ce bout-là, c'est-à-dire quel est le projet commun, quel est le destin commun, quelle est la projection commune pour fonder une coopération communautaire? Alors, il me semble que c'est une dimension qui est clé, très peu abordée. Des tentatives autour de projets de constitution sur lesquels il y a eu des débats, mais qui étaient à la fois passionnants. C'est pas un imaginaire. Passionnant, ce n'est pas un imaginaire. C'est ce qui fait quand même que ça marche et qu'il y a quand même quelque chose qui se passe en Europe avec les soubresauts, les difficultés qu'on connaît. Maintenant, toute forme de coopération n'exclut pas le conflit. Et même le conflit peut être producteur d'une dynamique parce qu'il oblige à repenser nos modes de fonctionnement. Et à revoir justement notre projet commun. Une troisième dimension dont on parle très peu aussi, et qui est presque d'ailleurs tabou dans nos organisations, c'est une dimension plus affinitaire. On s'est aperçu en travaillant sur certaines formes d'équipe que la dimension affinitaire, c'est finalement une forme de complicité qui peut exister, mais de manière intuitive personnelle entre individus, peut également jouer un rôle, notamment dans la genèse ou dans le développement de nouveaux projets. Et cette dimension-là, plus affinitaire, qui est très difficile évidemment à intégrer dans la dimension politique, mais est une variable qu'on ne peut pas non plus totalement négliger dans l'équation. Très bien, Stéphanie Dabron, merci d'avoir apporté cet éclairage à la lumière des sciences de gestion sur cette question de la coopération dont on sent bien qu'elle est appelée à prendre une dimension de plus en plus centrale dans des pays davantage interreliés, globalisés, comme on le sait. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Au revoir. Au revoir.